Bonjour à tous. Pour ceux qui sont un peu éloignés, je vais vous inviter à vous rapprocher. Après tout, c'est une conférence sur l'humain et la chaleur humaine, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Et puis, on va démarrer cette table ronde par une mise en bouche, une mise en contexte. Il y a un moment précis dans ma vie où la transition écologique a cessé d'être un enjeu uniquement professionnel. C'était en 2018, à la maison, une conversation banale. Ma fille aînée revenait d'une marche pour le climat. Elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit doucement « Maman, je ne suis pas sûre de vouloir avoir des enfants. Pas par manque de désir, mais par manque de futur. » À ce moment-là, j'ai compris que les rapports, les chiffres, les KPI, les stratégies, tout cela, ça ne servait pas à grand-chose. Et il restait une question simple et plutôt brutale. Quel monde sommes-nous en train de laisser à nos enfants ? Et ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Finalement, la transition écologique, ce n'est pas simplement une crise environnementale. C'est une crise du lien avec le vivant, c'est une crise de projection, c'est une crise de manque de confiance dans le futur, c'est une crise qui empêche nos jeunes de se projeter dans un futur désirable. Et cela, aucune solution technique n'apporte de réponse concrète. Alors le lendemain, je suis retournée dans les entreprises que j'accompagne depuis des années en tant que coach de dirigeants. Et là, mon regard avait changé. J'ai vu une chose étrange. J'ai vu des femmes et des hommes qui se préoccupent d'un futur durable et qui pour autant travaillent dans des cultures d'entreprises qui épuisent les ressources, qui épuisent les relations, qui épuisent les humains. En fait, ce sont des cultures d'entreprise où le seul horizon, c'est le court terme et c'est le profit. On demande aux entreprises de se transformer écologiquement, mais est-ce qu'on transforme vraiment les humains, ceux qui sont en charge de ces transformations ? Et en fait, c'est là qu'une métaphore m'a semblé intéressante. C'est la métaphore du terreau. Dans la nature, quand un sol a été trop exploité, eh bien, il ne pousse plus rien. Eh bien, dans les entreprises, c'est un peu pareil. Une culture d'entreprise qui permet la fertilité, il faut qu'elle ait un sol sur lequel tout puisse prendre racine. Alors chez Seedlings, nous appelons ça fertiliser le terreau culturel. Nous avons développé un modèle qui développe finalement ce qui permet de rendre ces cultures fertiles. Et c'est de cela que nous allons vous parler tout à l'heure. Fertiliser le terreau culturel, cela ne veut pas dire travailler plus, faire encore plus d'efforts. Cela veut dire remettre de la vie, remettre du lien avec le vivant. Cela veut dire remettre une vraie qualité de relation, remettre de l'écoute, une écoute authentique, remettre de la coopération, remettre de la vie et remettre de la joie, une énergie joyeuse et mobilisatrice qui donne de l'élan, qui donne envie. Et quand ces cultures sont fertiles, j'ai vu des dirigeants arrêter de penser qu'ils étaient invincibles et rechercher l'appui des autres. J'ai vu des équipes qui retrouvaient de la fierté dans leur travail. Et surtout, j'ai vu ce que je croyais qui était presque perdu, c'est cette capacité à imaginer un futur qui soit vraiment désirable. Alors, ma fille, depuis 2018, elle a cheminé. Elle a trouvé des collectifs engagés. Elle a choisi d'habiter dans un village où elle a remis du lien et elle a trouvé énormément de joie dans l'action locale et concrète. Et ma fille aînée, j'en parle souvent, c'est mon inspiration de maman tous les jours dans cette transition écologique. Et donc, en fait, ce que je comprends de tout ça, c'est que la transition écologique, elle ne passera pas que par les solutions techniques.
Elle passera quand les cultures d'entreprise seront réellement fertiles, quand les leaders seront courageux, quand il y aura des véritables qualités dans les relations et surtout quand il y aura de la joie dans l'action, parce que l'action a un sens. Et tout cela pour que nous, tous ensemble, dans nos entreprises, nous puissions construire un futur qui soit vraiment désirable. Merci. Merci. Merci Monique. Fabrice, tu disais qu'il faut rentrer dans le registre émotionnel. On y est. Et Monique, tu disais, parmi les leviers humains du terreau culturel, celui qu'on oublie peut-être un peu dans nos organisations, et peut-être, je dirais même surtout dans le contexte dans lequel on est, c'est la joie. Alors, la joie qui énergise les individus, la joie qui mobilise les collectifs. Alors, je vous propose 2 minutes pour s'ancrer dans la joie. Je vais vous proposer un rapide « Parle à ton voisin », #CEC, pour ceux qui connaissent. Ça n'est pas très compliqué, il s'agit d'échanger avec votre voisin, votre voisine. Vous allez avoir 1 minute chacun. C'est très court. Et quand je lève la main comme ça, vous faites pareil. Et ça veut dire que c'est terminé et qu'on va passer à la table ronde. Ce que vous allez partager avec votre voisin, votre voisine, rapprochez-vous si vous n'en avez pas, c'est une expérience récente qui vous a mis en joie, qui vous a procuré de la confiance, de l'envie et qui vous a mis en mouvement. Vous avez 2 minutes. C'est parti. Et vous pouvez le faire aussi. Allez-y, allez-y. Alors moi, je vois des grands sourires, c'est moi qui vous vois, je vois des visages radieux et souriants. Nous sommes ancrés dans la joie. Alors merci à tous. Je suis Emmanuelle Aoustin et avec Monique Cumin, nous sommes cofondatrices et co-associées de Seedlings. Seedlings, c'est une entreprise à mission qui sème des graines de transformation culturelle et humaine via le coaching d'organisation. Donc l'intention, c'est de donner à tous dans les organisations le pouvoir d'agir. Nous intervenons avec des entreprises qui sont prêtes à bouger, avec les dirigeants, leurs équipes, leurs parties prenantes, à différents endroits dans l'organisation. Notre métier, c'est soutenir, embarquer et engager durablement pour co-construire cet avenir désirable. Et je suis honorée et joyeuse, heureuse en tout cas, de faciliter cette table ronde avec nos 4 intervenants, des acteurs de la transition qui ont exploré leur terreau culturel avec Seedlings et qui ont mis en œuvre des solutions humaines et culturelles pour soutenir leur feuille de route, leur stratégie, leurs enjeux. Des exemples inspirants qu'ils et elles vont partager avec nous aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer. On va commencer par toi, Laurence. Laurence Lavitte, tu es directrice performance et stratégie durable pour le groupe NGE. C'est une entreprise de BTP avec 26 000 collaborateurs, présente dans 20 pays et qui travaille sur des grands projets d'infrastructures et des chantiers de proximité, routes, ponts, voies ferrées, réseaux d'eau, réseaux d'énergie, de fibre optique, etc. Et fait intéressant, fait notoire, NGE appartient pour 72% à ses fondateurs, dirigeants et collaborateurs. Laurence, tu as une formation d'ingénieur génie civil et une carrière de plus de 20 ans dans le BTP, à la fois opérationnelle et de direction. Tu es directrice RSE depuis 4 ans et demi et ton enjeu dans ce rôle, c'est de déployer une feuille de route qui met la transition écologique au cœur de la stratégie. Alors la première question, Laurence, donc la session qui nous précède, qui nous a précédés dans cette salle, c'était celle de la CEC, dont tu as toi-même suivi un parcours
le parcours CEC Océan, qui vient de se terminer hier soir. Donc la CEC, pour ceux qui n'étaient pas dans cette salle, la CEC accompagne des collectifs de dirigeants et de dirigeantes pour transformer leur modèle d'affaires de manière ambitieuse et dans un cadre de confiance. Et chez NGE, tu n'es pas la seule sur ces parcours CEC. Tu as encouragé tes collègues à participer à des parcours CEC. Peux-tu nous partager en quoi spécifiquement ce type de parcours et les multiples participations NGE soutiennent la feuille de route? Bonjour à tous. Je suis très joyeuse d'être avec vous. Donc effectivement, la cérémonie de l'envol, comme on l'appelle à la CEC, c'était hier soir, donc je suis encore bien imprégnée. J'ai choisi de démarrer un parcours océan il y a 1 an parce que le groupe NGE a acquis une société qui s'appelle SAD il y a 1 an, et que SAD, c'est une société qui travaille autour des infrastructures d'eau. Donc le timing me paraissait parfait pour commencer ces parcours-là avec le dirigeant qui arrivait dans le groupe, qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissait pas. Et je me suis dit que j'allais faire un test avec cet homme-là pour voir quel serait l'impact d'un tel parcours sur vraiment générer une bascule, générer un nouveau business plan, etc. Je ne savais pas où j'allais. Donc c'était vraiment l'aventure pour lui et pour moi. Et au fil des parcours, j'ai compris la notion de coopération, j'ai compris qu'il fallait du collectif. Donc j'ai commencé à s'aimer en interne et à parler de plusieurs parcours. Et je me suis dit, où sont mes alliés ? Des détracteurs, je sais où ils sont, on les connaît. Par contre, je me suis dit, je vais avoir besoin de monde. Donc, il se lançait un parcours CEC au niveau du dialogue social. Et donc, on a inscrit notre DRH avec des représentants du personnel, avec qui on va réfléchir non pas sur un système de business plan avec eux, mais plutôt sur comment on va adapter leurs propres conditions de travail au changement climatique. Et ça a embarqué. On est 23 000 collaborateurs, tu disais, il y a une partie évidemment, c'est de l'encadrement, il y a beaucoup d'ouvriers dans nos effectifs et donc on a envie aussi de leur parler de tout ça parce que c'est eux qui vont être les premiers au contact liés au dérèglement climatique. Donc on fait ce parcours-là. En parallèle, je me suis dit, il y a un vrai sujet de stratégie. Donc le directeur général délégué, qui est aussi le directeur financier, a concédé de faire le parcours finance qui vient de commencer avec la directrice environnement. Mon objectif, c'est que le business plan qu'on va sortir l'année prochaine, donc 2026-2027 jusqu'à 2030, intègre la notion de régénération. Et ça, je l'ai fait grâce à la finance. Et le dernier parcours, c'est qu'aujourd'hui, je vais m'attaquer aux filiales. Il y a un parcours bâtiment qui est en train de se monter. Donc, j'ai inscrit un jeu bâtiment pour que le dirigeant du bâtiment fasse la même bascule que le dirigeant que j'ai pu accompagner dans le cadre du cycle de l'eau. Pour moi, c'est un booster, c'est un accélérateur. Ça permet que nos dirigeants incarnent et que ce ne soit pas juste la directrice RSE, etc., qui parle de transition écologique. Si on veut que les gens y croient, adhèrent et partent avec nous dans l'aventure, il faut que ce soit incarné par nos patrons. Est-ce que tu peux peut-être nous dire 2 mots sur comment tu réussis à les embarquer ? Tu disais c'est pas si facile que ça. Pour certains, c'est des détracteurs. C'est quoi le bénéfice que tu leur vends pour les embarquer? Je pense que déjà, on fait, nous, un métier qui est essentiel à créer du lien et tout tourne. Alors, on a une spécialiste de la raison d'être, mais on a une raison d'être, nous, qui résonne autour de la fierté. Et je joue beaucoup sur ce levier-là. C'est finalement le levier numéro 1 que j'actionne. Et autant on est très fiers dans le BTP, toutes les sociétés de BTP sont très fiers des ouvrages que l'on construit, parce que ce sont des ouvrages qui sont utiles. Et moi, je leur dis, soyons fiers de nos ouvrages, mais surtout soyons fiers de la manière dont on les construit. Et donc, on a imaginé un programme qui s'appelle « Je passe à l'action », qui tourne autour de ça, c'est-à-dire de l'acte au quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien à mon poste de travail, quel que soit mon poste dans l'entreprise, pour finalement en être fier. Donc ce programme « Je passe à l'action », il est centré sur des actions concrètes, réelles, que derrière nous, on va mettre en lumière, on va mettre en valeur avec nos équipes pour donner du sens et raccrocher tout ça à la raison d'être. On reparlera de ce programme un peu plus en détail. Merci, Laurence. Et prochaine question pour toi, Miruna. Miruna Sentiuk, tu es Chief Sustainability Officer chez BNP Paribas Personal Finance. Donc, c'est une filiale du groupe BNP Paribas, leader du financement aux particuliers en Europe.
Donc on pense à la mascotte CTLM, qu'on connaît bien ici en France. Et votre mission, c'est de proposer des offres de financement, donc le prêt à la consommation ou le leasing pour les véhicules. Et vous participez au financement de la transition en finançant des projets de rénovation, d'isolation, mais aussi l'accès aux véhicules électriques et même aux vélos. Et vous avez aussi une activité de finance inclusive qui t'est chère, pour ceux pour qui c'est plus compliqué. Miruna, tu as une carrière de bientôt 30 ans en banque et finance, où tu as également exercé comme CEO pour l'Autriche, puis la Roumanie. Et ton enjeu en tant que CSO, c'est d'ancrer la durabilité dans la culture d'entreprise et au cœur des métiers. Alors la question pour toi, Miruna, lorsque tu as pris ton rôle il y a 2 ans, nous t'avons proposé avec Seedlings du Codev pour toi et pour les responsables développement durable Europe de ton équipe. Et donc, juste peut-être 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas le Codev. Donc, c'est une approche facilitée par un coach, un cadre structuré, sécurisant, où on va travailler en petits groupes de pairs, se retrouver régulièrement sur des enjeux professionnels réels et partager des points de vue et surtout co-construire des pistes d'action concrètes. Et quand on t'a proposé le Codev, tu as tout de suite dit « génial ». J'adore. Alors peut-être que tu peux nous partager en quoi cette approche a répondu à votre besoin à ce moment-là. Bonjour à tous. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le contexte de ma prise de poste, parce qu'effectivement, j'ai 21 ans chez Personal Finance. Je sortais d'un poste de DG de pays, en grande confiance. Je me suis dit, bon, je vais apprendre les éléments autour du développement durable. Ça ne doit pas être si difficile que ça. Quand je connais le métier, bon, ça va le faire. Au bout de 6 mois, j'étais dans un moment de grande solitude. Parce que ma voix n'avait plus la même force que je connaissais avant. Tout d'un coup, je devais un peu supplier les gens autour de moi. Et en deuxièmement, c'est parce que l'apprentissage de tout ce qui est autour du développement durable se révélait beaucoup plus important et technique que je le pensais. Et j'ai constaté effectivement, on a des CSO dans chacun de nos pays, j'ai constaté que c'était un peu le cas de chacun d'eux, ils étaient tous un peu isolés, c'était les experts, les sachants, mais un peu isolés dans leur entité. Et moi, j'étais arrivée avec beaucoup d'enthousiasme en disant, pour avoir un vrai impact, c'est très bien la philanthropie, c'est très bien de faire éliminer le plastique dans l'entreprise, mais nous, en tant que banque, comme service, notre impact le plus important est dans ce qu'on finance auprès de nos clients. C'est ça notre grande usine, si je peux le dire. Et donc, l'idée, c'était d'arriver au business. Et là, mes CSO disaient, en fait, nous, on ne connaît pas le business, on n'est pas légitime pour aller challenger le business, on n'est pas légitime pour aller le parler. Donc, cette idée de non légitime m'avait un peu frappée. Effectivement, je connaissais la démarche de co-développement, donc je savais que ça avait une grande force. Et quand on s'est vu et que vous l'avez proposé, je dis je prends parce que j'étais sûre que ça allait marcher. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche qui permet en fait d'échanger entre pairs sans enjeu de hiérarchie, sans enjeu de risque de perte de son peut-être son boulot ou qu'on dise quelque chose par rapport à tes doutes, à tes difficultés d'agir dans ton quotidien. Et que je savais que ça allait les aider à cranter le pas d'après, d'aller approcher au business. Donc effectivement, on a lancé cette démarche-là. On a fait une première séance quasi un après-midi, tous ensemble, en présentiel. Et ensuite, on a continué en ligne. Donc c'est possible à le faire en ligne. Et le taux d'absentéisme était très très bas. Alors qu'une fois que tu dis en ligne, c'est compliqué de s'accrocher, ils vont s'arrêter. Mais ça a eu un très grand impact et ça a beaucoup donné de levier d'action à nos CSO pour la simple raison qu'il y avait des échanges de pratiques, de bonnes pratiques. Voilà moi ce que j'ai fait avec mon DG ou avec mon patron de business et ça a marché quand je lui ai proposé ce type de KPI ou ce type d'approche. Voilà ce que moi j'ai fait avec la RH. Ça m'a permis d'embarquer, de faire des formations. En fait, partager entre nous les mêmes contextes de chaque pays, la même entreprise, le même challenge. En fait, ça a facilité avec un grand impact cette action.
Ouais, peut-être que tu peux nous dire 2 mots. On a travaillé presque 1 an ensemble sur les bénéfices qui ont été partagés justement par tes CSO, ton équipe. Ils ont vu le bénéfice de partager des bonnes pratiques et puis aussi de l'ordre de l'esprit d'équipe, etc. En fait, on a réussi à créer une grande confiance dans cette communauté qui se parlait peu pour qu'on puisse partager justement nos contraintes, nos challenges et nos frustrations, parce qu'il y a des moments de grande frustration quand tu n'arrives pas à avancer aussi vite que tu le souhaiterais, quand tu n'arrives pas à convaincre que c'est la bonne démarche. On te dit oui, mais bon, ça m'apporte quoi? On avait échangé entre nous tout à l'heure. Et là, en fait, on arrive à se mobiliser. Donc cet esprit d'équipe où on se dit, t'es pas seul. Et oui, je l'ai vécu aussi, mais je l'ai dépassé. C'était très puissant. Merci Miruna pour ce témoignage. Ma question ensuite, c'est pour toi, Thomas. Thomas Hassenforder. Thomas, tu es directeur du développement durable chez Ekiom. Ekiom, c'est une filiale d'un groupe irlandais qui s'appelle CRH. Et vous êtes un acteur majeur en France des matériaux de construction, donc ciment, béton, granulat, destinés aux filières du bâtiment et des travaux publics. Et Ekiom s'inscrit dans une démarche de construction durable par ses choix industriels, sur la gestion des carrières et par vos solutions produits. Thomas, tu es dans ce rôle depuis un peu plus de 2 ans, après un parcours de commercial et puis de directeur de vente dans ce secteur. Tu es également membre du C3D, parti, et Gen Acteur, tu es là. Ton enjeu en tant que directeur développement durable, c'est de déployer une feuille de route ambitieuse pour que chaque site et chaque fonction s'implique dans les actions. Ma question pour toi, Thomas, assez rapidement, tu as senti, en prenant ce rôle, le besoin de développer une communauté d'ambassadeurs en interne qui s'appelle chez vous les compagnons du développement durable. Alors, d'ailleurs, c'est un très beau nom qui fait référence au compagnonnage et qui s'inscrit dans l'apprentissage et la transmission. Tu as sollicité Seedlings pour soutenir l'élan collectif de ces ambassadeurs lors du séminaire de lancement de cette communauté. Peux-tu nous partager en quoi cette journée a eu de l'impact pour vous? Écoute, merci de nous donner la parole aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on a initié cette démarche l'année dernière, en 2025. Et on a décidé de laisser la parole à un certain nombre de nos salariés pour nous accompagner dans la démarche d'incarnation du développement durable. Parce que c'est un sujet particulièrement dans le bâtiment ou les travaux publics de très 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 longue haleine, avec des enjeux qui sont environnementaux bien évidemment, mais qui sont aussi économiques et sociaux et sociétaux. Et nous avons décidé d'avoir des relais sur le terrain, des bornes, pour nous permettre d'incarner cette démarche auprès de nos collaborateurs, auprès de nos clients, auprès de l'ensemble de nos parties prenantes, et qui soient en capacité d'être des références solides et légitimes pour évoquer ce sujet. Et donc, quand on a eu la réflexion avec Monique à cette époque-là, un des premiers éléments qui est venu à notre esprit, c'est de se dire, finalement, on n'a pas besoin d'être un expert du climat, un expert de la circularité, un expert de la biodiversité, pour pouvoir parler du sujet du développement durable. Et c'était une des premières vocations de cet atelier, c'est de faire comprendre aux 30 ambassadeurs, qui sont autant d'hommes que de femmes, avec un profil très varié dans l'entreprise, qui sont issus de différents niveaux hiérarchiques, différents services, différents métiers, différentes géographies, donc une certaine pluralité et une certaine diversité, de leur faire comprendre qu'ils étaient tout à fait légitimes, tu parlais de légitimité tout à l'heure, tout à fait légitimes de parler de développement durable avec leurs collègues, et de porter une parole qui n'était pas leur parole habituelle. Et en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas développement durable par formation, donc c'était aussi important pour moi d'avoir l'appui de cette communauté sur cette thématique-là et des bases solides. Et donc ça, c'est un élément qui nous a rassemblés, sur lequel on a pu travailler et créer un esprit de corps important pour pouvoir porter notre stratégie auprès des équipes et auprès de l'extérieur. Et puis le deuxième point, c'est de créer de l'énergie
voilà, de créer de la volonté, de mobiliser autour d'un discours positif, parce que personnellement, je pense qu'il faut abandonner le discours catastrophiste autour du développement durable, qui n'est pas suffisamment fédérateur et qui est source d'angoisse. Il vaut mieux se projeter sur un avenir désirable, on en parle souvent au C3D, et construire les narratifs qui sont associés à ça. Et ces ambassadeurs, ces compagnons, nous aident à le construire. Et je voyais ce matin dans la presse que dans le bâtiment et les travaux publics, c'est là où les salariés ont la meilleure santé mentale de toutes les différentes activités en France, pour 2 raisons. Parce qu'ils ont devant eux concrètement ce qu'ils réalisent, voilà. Et c'est ce qui nous a conduit aussi, pendant le travail que nous avons mené avec Seedlings, de faire une fresque du succès, c'est-à-dire mettre sur un tableau toutes les petites réalisations bout à bout que nous avons effectuées sur les 2 dernières années, en partant du principe que les réalisations concrètes qu'on a sous les yeux et qui sont positives sont des vrais facteurs de motivation. Et donc pour créer cet élan fédérateur. Et donc quand j'ai vu cet article ce matin, je me suis dit, finalement, voilà, c'est une autre résonance par rapport à ce qu'on a fait. Et la deuxième raison pour laquelle les salariés du bâtiment ont une très bonne santé mentale, c'est qu'il les règles implicites sont largement partagées et comprises. Et je veux dire, la culture infuse. Voilà. Et ça, c'est un élément important pour nous, dans la mesure où il n'y a pas de transformation de notre modèle industriel et notre modèle économique, dont on a fortement besoin, parce qu'on est une industrie fortement carbonée, qui évolue pour que ça ne soit plus le cas. Mais on a besoin de ce terreau culturel, de le faire évoluer, de le faire prendre. Et par analogie, on a fait la même chose il y a 20 ans sur la sécurité, et on a mis 20 ans pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui en matière de sécurité. Alors j'espère qu'on ne mettra pas 20 ans, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais en tout cas, les bases sont solides, elles sont maintenant ancrées. Merci Thomas. Donc créer cette équipe des compagnons du développement durable, un vrai esprit d'équipe, du lien. J'ai entendu aussi de la mobilisation, de l'énergie joyeuse aussi, et puis de l'espoir, fortement ancré dans l'espoir. Exactement. Voilà, on avait visionné un film qu'on avait sourcé au C3D, d'ailleurs, un film qui s'appelle J'ai vu, qui juxtapose aussi toutes les petites réalisations qui sont proposées par plein de communautés différentes, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'économie circulaire et dans tous les autres domaines du développement durable. Et ces films ont eu beaucoup de retentissement et les compagnons, certains compagnons ont dans leur service, de leur propre initiative, projeté le film, recueilli des sentiments, voilà, pour justement diffuser au maximum cette culture dans l'entreprise. On parle de mobiliser et d'embarquer, donc beau succès à ce niveau-là. Merci. Je vais me tourner vers toi, Fanny. Fanny Demullier, tu es directrice de la raison d'être et des parties prenantes chez Veolia. Donc Veolia, c'est une entreprise de services à l'environnement pour les collectivités et les industriels qui agit sur 3 métiers essentiels, l'eau, la propreté et l'énergie. C'est une société du CAC 40, présente dans 52 pays sur tous les continents, avec 220 000 collaborateurs. Fanny, tu as une carrière de plus de 20 ans chez Veolia, où tu as précédemment exercé comme directrice de la communication R&D, puis RSE. Ton enjeu en tant que directrice de la raison d'être et des parties prenantes, c'est précisément de faire des parties prenantes un levier clé pour activer la raison d'être de Veolia. Et donc ma question à toi, tu nous as partagé être passionné par la création de passerelles entre le monde économique et la société. Tu as d'ailleurs développé plusieurs dispositifs pour Veolia, pour mobiliser des acteurs au profil complémentaire au service de la transformation écologique. Peux-tu nous partager en quoi ces dispositifs sont clés chez Veolia ? Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui et pour essayer de répondre à la question et repartir aussi de ce fil rouge qui est l'humain et peut-être d'où je parle, qui est le sujet de la raison d'être et qui pour moi est une superbe opportunité pour remettre du sens dans cette économie, puisque là on parle du rôle des entreprises et à quoi elles servent et est-ce qu'elles servent à faire du profit ou est-ce qu'elles servent à la société? Je pense que profondément, la question, elle va être là aussi, parce qu'elles vont être regardées, en tout cas pour les grands groupes, sur des résultats financiers, avec des actionnaires, sur des résultats de court terme, trimestriels, voire plus. Et toute la question, c'est de remettre le sens
et le pourquoi, ça a été abordé dans la conf précédente, de cette action. Est-ce que le but, c'est la prospérité ou est-ce que le but, c'est l'utilité? Et en tout cas, chez Veolia, pour repartir de la racine d'où je parle, c'est d'abord l'utilité qui va conditionner la prospérité et pas la prospérité qui est une fin en soi. Ça paraît bête à dire, mais c'est juste essentiel pour savoir ce qu'on cherche. Et l'intérêt de cette raison d'être, avant de parler des dispositifs qu'on a pu mettre en place chez Veolia, c'est de se dire, plutôt qu'opposer RSE ou développement durable et activité économique, on va essayer de relier. Je pense que la raison d'être a un pouvoir extrêmement fort qui est de relier les sujets. Relions tout ce qui est performance financière et tout ce qui est performance extra-financière face à ces enjeux du développement durable. Alors chez Veolia, on fait de l'environnement. On fait un métier de service dans les territoires, donc on coche quand même by design, enfin par nature, pardon, tous ces sujets-là, mais néanmoins, c'est assez complexe de relier ces sujets-là. Donc il y a un énorme enjeu, et surtout pour un collectif de 220 000 collaborateurs, de relier les acteurs. Et quand on a lancé notre raison d'être, on a tout de suite voulu l'incarner par quelque chose de très concret. Et on a parlé, nous, de performance plurielle. Alors le mot, on l'a pas mal réfléchi parce qu'on ne voulait pas que ce soit multidimensionnel ou global. Pluriel dit bien la recherche de ces 5 dimensions, commerciale et financière, et environnementale, sociale et sociétale, qui sont les dimensions du développement durable. Et c'est l'équilibre entre ces 5 dimensions qui va vraiment être le cap qu'on va se fixer ensemble pour mesurer notre utilité. Et en fait, on rentre dans de la complexité quand on pose ce genre de cadre. Il faut accepter la complexité parce que c'est par nature, il faut aborder beaucoup plus d'angles. Mais on a d'abord mis ça en place avec tout un système, je vais aller un peu vite, mais où on a mobilisé notre comité exécutif, où on a des champions du climat, ou des champions de la biodiversité, ou des champions de la sécurité, pour des responsables qui ont une responsabilité géographique, ils aient en plus une responsabilité thématique. On a, nous, des purpose officers, donc ça correspond un peu au réseau dont tu viens de parler, une bonus policy, voilà, on a tout un système. Mais au-delà de cette mécanique, et on est une entreprise d'ingénieurs chez Veolia, donc on aime les chiffres, on aime les cases, on aime les choses un peu carrées, tout le sujet, et que moi je pilote en particulier au-delà de l'appropriation interne du texte et de la raison d'être et de cette démarche de performance plurielle, c'est de se dire... Tout ça, c'est un collectif. C'est déjà un collectif interne, mais c'est aussi des parties prenantes externes. Et c'est souvent l'angle mort, le dialogue avec les parties prenantes dans les politiques RSE, parce que ça prend du temps, parce qu'on rentre dans l'humain, parce que c'est complexe. Et qu'est-ce que ça rapporte? C'est toujours la question principale qu'on nous pose. Ça rapporte beaucoup, en fait, parce que ça rapporte de remettre en perspective. Donc, si je donne juste un exemple, on a, par exemple, une démarche qui s'appelle Plus sain pour une écologie en action, qui consiste par projet ou par enjeu à mettre autour de la table des actionnaires, des clients, mais aussi des collaborateurs et des responsables de nos parties prenantes qu'on appelle, nous, planète et société, pour se dire, abordons les enjeux, plutôt qu'opposer les enjeux qui sont souvent contradictoires, enfin, en tout cas divergents, entre un client et un actionnaire, un fournisseur ou un collaborateur, chacun vouloir maximiser son intérêt ou voir son profit. On va aller travailler là où il y a de la convergence et là où on peut davantage coopérer. Donc, on sait le faire sur des contrats où on a pu créer un haut conseil environnemental et sociétal et mettre autour de table, et c'est assez rare finalement, ces 5 catégories de parties prenantes pour se dire, plutôt que les aborder de manière unilatérale, comprenons les difficultés de créer cet équilibre. Donc là, on est plutôt sur du consultatif, mais on peut même aller jusqu'à être sur du décisionnel. On va créer des objets où il va y avoir une décision commune. On a sur certains sites, par exemple un site de traitement des déchets à Nice, si je ne cite que celui-là, où on a ce haut conseil. On va mettre autour de table toutes ces parties prenantes. Et pour le client, ça crée un débat... on travaille pour lui, en fait, pour créer cette cohésion si difficile à obtenir. Et je pense que l'époque le prouve plus que jamais. Mais on a créé un tiers-lieu. Et ce tiers-lieu, ça permet de visiter l'usine. Ça permet de comprendre le parcours des déchets. En l'occurrence, c'est un site de déchets. Et d'intégrer le territoire, les acteurs du territoire, dans le contrat pour bien montrer que cette utilité, c'est des décisions qui sont prises. C'est un exemple. Il pourrait y en avoir d'autres. Oui, donc, si je le dis avec mes mots, c'est de faire du dialogue partie prenante quelque chose de très concret. D'ailleurs, avec une méthode en open source, pour le dispositif dont tu parles, Plus un. Peut-être tu peux nous dire 2 mots sur la méthode et la manière dont vous arrivez à générer cette intelligence collective avec les parties prenantes. Oui, cette méthode, effectivement, elle s'appelle Plus sain pour une écologie en action. Et le 1, il veut dire l'union. Donc la convergence qu'on va chercher, et le plus, aller chercher des parties prenantes un petit peu différentes
parce qu'on a l'habitude de travailler par silo, les financiers avec les financiers, les RH avec les RH, etc., et même de ne pas intégrer les parties prenantes. Effectivement, comme on l'a créé avec l'aide de nos parties prenantes, on l'a mis en open source, donc elle est accessible si ça vous intéresse. Et cette méthode, elle est assez flex, mais elle permet de prendre 3 temps, et c'est des demi-journées. Alors, on a une problématique, il faut toujours une problématique, il ne faut pas être dans le vide. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être un sujet générique, ça peut être la création d'un programme stratégique, enfin, c'est assez vaste. On va chercher le collectif par rapport à la problématique parmi ces 5 catégories, et on va chercher à les réunir 3 fois, 3 demi-journées. D'abord, un temps d'écoute où on apprend à connaître le collectif et à comprendre chacun les points de vue. Un deuxième temps de priorisation, on va dire, mais voilà, quels sont nos enjeux communs par rapport à la problématique toujours, hein, et essayons de nous engager ensemble sur la manière de mieux travailler. Et on est sur des vraies logiques d'innovation, parce qu'on est tous d'accord, je crois, pour dire qu'il va falloir changer les pratiques et se réinventer avec la force du collectif, parce que si on garde le même écosystème, on risque de ne pas se nourrir de la force des autres parties prenantes. Merci. Et donc, tout ça pour aboutir à des propositions concrètes sur des problématiques opérationnelles, tu l'as dit. Et ça, c'est peut-être une bonne transition. Tu vas pouvoir poursuivre pour la deuxième partie de cette table ronde. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, j'ai identifié un thème récurrent et commun à vos partages. Peut-être comme un tournant dans la manière d'aborder la RSE, le développement durable, la transition écologique dans vos organisations. Vous m'avez tous partagé, avec vos mots, être confrontés aux principes de réalité. Vous m'avez dit l'enjeu aujourd'hui, c'est de rendre la RSE concrète, ancrée, pleinement stratégique, pleinement opérationnelle, de rentrer dans le business, de créer de la valeur tout en conservant le cap et les engagements. Alors moi j'aimerais entendre de chacun d'entre vous comment vous vous adaptez à ce tournant dans vos organisations, quelles pratiques pour mettre en œuvre une RSE concrète. Qui veut commencer? Laurence, tu veux continuer? J'avais touché 2 mots tout à l'heure, donc nous on déploie une démarche, mais comme Thomas le disait, nous on a... C'est un peu le même schéma, on a nommé des sponsors et des relais au sein des entités. Pourquoi ? Parce que on veut des feuilles de route qui soient le plus locales possible et le plus adaptées, soit au métier, soit aux clients, soit à la problématique opérationnelle. Donc pour ça, relais sponsor, moi j'ai fait le programme The Week, pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. 10% de la population ciblée pour créer un mouvement de bascule. Donc, mon objectif, il est clair. Je dois avoir 10% de la population de NGE en sponsor et relais pour que l'action se généralise et qu'on soit vraiment dans le concret. Et tout ça, nous, on l'accompagne. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle de fierté. Et ça, on voit bien que ça crée une émulation extrêmement positive et joyeuse. Et l'autre sujet, c'est qu'on essaye d'aborder nos clients. Dans la conférence tout à l'heure, on en a parlé. Tout seul, on ne fait rien. Si nos clients ne veulent pas bouger, on n'a aucune raison de bouger, c'est compliqué. Donc, on a créé une filiale qui s'appelle NGE Transition, qui est une société à mission et qui est de démontrer à nos clients que les trajectoires qu'on s'est fixées pour 2030, en fait, si on travaille ensemble en amont à la conception de l'ouvrage, les résultats, on les a dès maintenant. On sait construire en 2025, en 2026, avec les ambitions que l'on a pour 2030, si on coopère au niveau de la conception. Voilà 2 actions concrètes. Du concret, du local, du réel, hein, tu disais, avec déjà des résultats visibles avec de l'intégration dans les budgets, etc. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, c'est plus au niveau stratégique, si on remonte là, on a parlé concret de ce qui se passe sur le terrain, mais également, on voit une transformation au niveau du business plan. On intègre des segments d'activité qui avant étaient finalement minoritaires, qui deviennent prioritaires parce que ça veut dire qu'il est maintenant intégré que la revalorisation, le recyclage, la régénération, ça doit faire partie de la stratégie. Et ça, concrètement, aujourd'hui, on se fixe des leviers de croissance de chiffre d'affaires sur des segments qui, il y a 2 ans, il y a 3 ans de ça, étaient quasiment inexistants. Une transformation réelle, y compris au niveau du business plan. Merci Laurence. Miruna, si tu veux, vas-y. Oui, moi je voulais mentionner 2 choses. On a parlé un petit peu du storytelling, de la façon de parler de ce sujet. C'est un des éléments auxquels je me suis attaquée parce qu'effectivement, le discours catastrophique éloignait plutôt
les gens que les embarquer. Et on travaille sur le support, la façon de parler. Et là, je fais une transition sur le deuxième exemple qui est parler dans le langage des gens qui nous écoutent. Arrêter de parler dans des termes très techniques, arrêter de parler sur des grandes théories, parler traduire ces grandes théories en langage commun de chacun, des commerciaux, de la finance, du risque. Nous, on a une raison d'être depuis 5 ans chez PF, accompagné d'un manifeste avec des engagements, et on a développé un outil qui s'appelle Engage for Impact. C'est un atelier de 3 heures à peu près, sous forme de fresque, où on passe par 3 étapes. À la fin étant celle où les gens doivent dire ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien. Et là, on s'est heurté, on s'est rendu compte que là, on arrive au paradoxe où les gens avec des convictions fortes dans leur vie privée, où ils savent très bien ce qu'il faut faire dans leur vie privée, ils se disent au boulot, mais ici, c'est le boulot, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, et moi, je suis là pour bosser. Oui, mais même dans ton quotidien, tu peux faire quelque chose. Et on arrivait péniblement à sortir 2 actions du type, je ne vais plus attacher mes présentations à mes mails, je vais envoyer un lien, mais c'était systématiquement la même chose. Et puis, je vais ramener mon mug de la maison pour ne pas utiliser même le mug en carton. Et donc, on s'est rendu compte que c'est là où on devait agir. Et on a mis en place, en fait, de préparation de ces ateliers avec les codires des équipes pour identifier leurs sujets, leurs enjeux. Pour quand on arrive dans l'atelier à cette partie-là, on leur donne les thématiques. Par exemple, on l'a fait avec l'équipe de risque. Le risque est quelque chose d'important dans le crédit. Et on a eu la grande surprise de pouvoir réaliser en 2 mois ce qu'on n'avait pas réussi à faire depuis 4 ans, mesurer le coût du risque des populations qui achètent des voitures électriques et ou font des travaux de transition énergétique. Donc on parlait dans l'entreprise d'accélérer ces financements-là, mais on était incapable de dire quelle était leur rentabilité et quel était leur risque. Donc au moment où on est capable de mesurer, là on a notre discours devant notre direction générale et le business. Voilà. Tu partageais donc vraiment un changement, un shift sur le type d'action. Donc on passe du changement de mug à vraiment des sujets ou des projets qui sont cœur business, on va dire. Et tu disais aussi un shift dans l'appropriation par les équipes, dans leur engagement. Absolument, parce que dans ces ateliers-là, c'est un de nos collègues du risque qui a dit moi je vais prendre ça, moi je vais faire ça, je suis capable de le faire très vite. On a dit bon ok, il est sympa là dans l'atelier. Et on a eu la surprise de voir arriver dans les mails. En fait, j'ai fini, on a fait ça. Et effectivement, c'est des clients à risque moindre. Donc, il faut y aller à fond. C'est de la bonne activité. Autant sur l'environnement que sur notre propre métier. Là, tu as un autre levier de discussion. Ok, merci Miruna. Qui veut prendre le relais? Oui. Donc, comme je disais, moi, quand j'ai pris mes fonctions, quand je suis rentré dans le sujet de la durabilité, je suis vraiment rentré dans le grand bain. Et je me suis dit, avec l'aide d'ailleurs de Seedlings, comment on va prendre le sujet. Et mon premier constat, après 30 années d'opérationnel, c'était de se dire que finalement, c'est ceux qui font qui savent. Et ça, je pense que c'est un postulat absolument incontournable. Et il faut faire confiance aux opérationnels et leur parler dans ce sens-là. Voilà. Et le deuxième constat, qui est, je pense, aujourd'hui un atout par rapport au vent contraire qu'on sent sur le sujet de la durabilité, c'est de connaître assez précisément le compte de résultat de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les gisements de valeur et quels sont les gisements de coûts. Et quand vous avez identifié ça et que vous êtes capable de le transférer aux opérationnels en mettant des actions concrètes, et je donnerai 2 illustrations, sur le sujet sur des thématiques de développement durable en rapport avec le compte de résultat de l'entreprise, vous faites forcément de l'adhésion et vous créez de la valeur pour l'entreprise et pour les actionnaires, parce que c'est au final l'attendu quand même, y compris de la direction du développement durable. Et donc pour faire le relais par rapport à ça, c'est ceux qui savent. Moi j'ai fait le tour de France de toutes les régions, et par unité, par usine, par carrière, on a cherché des illustrations très pratiques, très concrètes de ce qu'ils font déjà sur le développement durable, pour leur expliquer que finalement, c'est pas parce qu'on crée une direction du développement durable que tout va changer, que le mouvement était déjà en avance, qu'on faisait des choses très concrètes et qu'ils étaient propriétaires du sujet. Et je pense qu'il y a un sentiment d'adhésion qui était important par rapport à ça. Et puis après, il faut aussi savoir parler à ceux qui portent la valeur de l'entreprise vis-à-vis de l'externe.
Et on va lancer en 2026 un programme avec AXA Climate pour donner à nos commerciaux la meilleure connaissance possible des enjeux climatiques, des enjeux de décarbonation, pour qu'ils soient capables de positionner nos produits à empreinte carbone réduite dans un enjeu plus global et muscler leur discours, muscler leur argumentation et être en capacité, par exemple, de faire passer des premiums de prix qui sont assez importants parce que les investissements qu'on doit réaliser sur la décarbonation sont eux-mêmes très importants. Donc là, il y a un double enjeu environnemental et il y a aussi un enjeu de pérennité de l'entreprise pour justement continuer à créer la valeur suffisante pour faire les investissements dont on a besoin pour décarboner. Et une autre illustration, on fait quelques centaines de milliers d'euros d'investissement pour préserver la ressource en eau. Voilà. Et en même temps, on échange avec les agences de l'eau pour obtenir de la subvention auquel on a droit. Et par conséquent, on amortit les coûts d'investissement par ces subventions et on montre aux opérationnels une autre utilité du développement durable et une utilité très pratique et très opérationnelle. Donc j'entends changement de langage, j'entends proximité avec le terrain, proximité avec les commerciaux aussi. Et toi, tu m'avais partagé aussi quelque chose de toi, un changement de posture. Oui. 30 ans de commerce vous forge à un esprit de conviction assez fort. Et donc, effectivement, c'est une posture qu'il ne faut pas abandonner parce que dans certains cas de figure en interne, il faut la garder pour faire passer les sujets du développement durable et obtenir les budgets dont vous avez besoin. Mais c'est aussi une posture d'adhésion qui est indispensable pour justement partager les problématiques, concerter, coélaborer, de sorte à ce que naturellement, la décision se fasse plus que quand vous êtes en position de vendre une solution. Merci Thomas. Fanny, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, je vais rebondir, parce que d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été dites. Et effectivement, le contexte est complexe aujourd'hui, je pense qu'on va être tous d'accord. Et il force à être vraiment, j'ai envie de dire, à l'os, c'est-à-dire d'être vraiment sur des choses indispensables et extrêmement justes et alignées. Peut-être dire que tous ces sujets-là, en tout cas nous, chez Veolia, quand on parle de raison d'être, on aime bien préciser, parce que la question du vocabulaire est clé, c'est pas de la philanthropie. Il n'y a pas le business, et puis on fait de la philanthropie à côté pour se donner une bonne conscience. Non, c'est vraiment penser l'activité économique de manière extrêmement responsable pour qu'elle soit utile. Et donc, ça a été dit aussi un petit peu, je pense que pas mal par Laurent, c'est remettre ces sujets-là dans la stratégie. Donc nous, il y a un énorme travail avec les équipes stratégiques pour que le programme stratégique soit pensé, nous, avec ce qu'on appelle cette performance plurielle, et que ce soit dans vraiment le corps de la manière de penser et de faire ce business. La question du vocabulaire, elle est clé aussi, parce que on parle de RSE, de ESG, de CSRD. Enfin, la RSE est quelque chose d'assez technique, donc ça perd beaucoup de gens, et en plus, quand c'est pas leur domaine, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire, c'est pas qu'une question de technicien, c'est une question qui concerne tout le monde. Nous, chez Veolia, on est en train notre mission, on est en train de poser les éléments de la sécurité écologique, de dire c'est pas quelque chose d'éthique, voire même de politique ou d'idéologique. En tout cas, cette sécurité écologique, elle est nécessaire pour la souveraineté, l'accès aux ressources. C'est un non négociable. Donc, se redire, revenir à la racine de pourquoi on le fait, et qu'en fait, ça concerne tout le monde et il va falloir agir. Et donc, sur ces enjeux-là, et notre conférence est sur l'humain, c'est la question de l'engagement. Nous, on travaille beaucoup la question de l'engagement de nos collaborateurs. Ça nécessite de l'humilité, ça nécessite de l'écoute, ça nécessite d'aller sur le terrain et de trouver la bonne manière qui les concerne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement exigeant pour l'interne. Et peut-être pour terminer, on va aussi, nous, aller plutôt que sur des logiques de dialogue parties prenantes qui sont essentielles, on va aller aussi sur des stratégies d'alliés, de dire il va falloir être solide ensemble et choisir dans nos projets qui vont être nos partenaires pour qu'il y ait des co-bénéfices et donc des co-engagements. Et ça nécessite de la coopération, c'est extrêmement difficile, mais c'est ça qui, dans les temps de grande turbulence, nous permet d'être plus solides dans les tempêtes. Merci. Alors, on arrive à la fin de notre table ronde.
Mais avant de se quitter, notre table ronde, c'est la solution, c'est l'humain. Et moi, j'ai 4 belles personnes en face de moi. Des personnes engagées, résilientes, créatives. Et ce que je constate aussi, c'est que vous avez l'audace d'y croire. Alors peut-être que vous pouvez nous partager, donc il nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être que vous pouvez nous partager en une phrase ou deux donc cette énergie de mobilisation que vous déployez, qui rayonne, d'où elle vient? Je vais me lancer avec quelque chose de très innovant, l'humain. Ouais. Moi, je suis une extravertie, je me nourris de l'humain, je me nourris de l'interaction, du relationnel. Et c'est pour ça que je suis venue. Merci pour l'invitation. Grâce au titre de votre séquence, c'est l'humain. Pour enchaîner, moi, ce qui me booste tous les jours, c'est qu'on a devant nous un immense terrain de jeu pour être créatif et innovant. Et moi, je trouve ça génial. Le défi, il est énorme. Mais en fait, on a plein de clés, on a plein de solutions. Et si on travaille tous ensemble dans le même sens, on va y arriver. Et moi, tous les matins, ça me donne le sourire, en tout cas. Moi, j'ai couru les 30 premières années de ma carrière comme un sprint, ce qui m'a épuisé physiquement. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais dépassé mes propres limites et qu'il fallait que j'adopte une nouvelle écologie. Et c'était aussi un révélateur par rapport à des sentiments qui étaient assez profonds chez moi sur ce sujet de durabilité. Et c'est ce qui a provoqué le switch en 2023. Voilà. Avec un patron qui a eu l'audace de me donner une mission qui n'était pas forcément tout à fait en adéquation par rapport à la première partie de ma carrière. Alors moi, je vais mal vous faire la citation de Tchekhov, je l'ai pourtant d'habitude, mais c'est être juste, le reste est de surcroît. Mais c'est juste de dire que, faudra que je la vérifie, mais vérifier-la, elle est vraiment intéressante. Faire là où on a de la singularité, enfin sur les sujets raison d'être aussi, là où il y a de la singularité et là où il y a l'essence de l'enjeu, quoi. Donc essayer d'être juste. Et je pense que moi j'ai l'impression d'avoir un poste qui est un peu sur mesure, mais qui s'est construit au fil de l'eau. Voilà, c'est ça qui va permettre aussi de tenir dans les batailles, parce que les batailles sont compliquées et il faut lutter, sinon ce ne serait pas drôle. Mais voilà, le courage et l'audace, je pense que c'est ça qui permet de défendre ces sujets-là, parce que ce n'est pas des sujets faciles du tout. Et ils sont pourtant indispensables, donc il faut les 10% de pionniers qui vont ouvrir les voies et emmener le reste du public. De l'humain, de la collaboration, de l'écologie personnelle et de l'audace. Vous nous l'avez partagé et démontré, la solution, c'est l'humain. La RSE concrète, c'est une RSE humaine et culturelle avant tout, une RSE qui remet l'humain au cœur, qui redonne du pouvoir d'agir aux femmes et aux hommes dans vos organisations, dans les collectifs, aux collaborateurs, aux parties prenantes, chacun dans son métier, chacun à son niveau. Miruna, Laurence, Thomas, Fanny, un grand merci à vous 4 pour vos témoignages inspirants. C'était vraiment un plaisir de cheminer à vos côtés.